Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va passer une trentaine de minutes ensemble et on va se parler du MSc Audit et Conseil de SCP Business School. L'idée, c'est de vous présenter en quoi consiste ce programme et comment l'intégrer. J'ai avec moi en plateau deux invités qui représentent le programme. Merci à tous les deux d'être présents avec nous. Anne Lemann, vous êtes enseignant-chercheur et vous pilotez le programme. Et Guillaume Mamy, vous êtes étudiant au sein de ce MSc. Je vais vous laisser chacun quelques minutes pour dire qui vous êtes, nous en dire un petit peu plus sur vous et puis nous dire aussi ce qui vous passionne dans l'activité que vous exercez aujourd'hui. Anne, je vous laisse commencer. Très bien, merci Stéphanie. Donc, je suis professeure associée en comptabilité financière à ESCP Business School. Et donc, à ce titre, j'enseigne dans les différents programmes de SCP. Et en termes de recherche, je travaille sur les questions de normalisation comptable internationale. Donc, je dirige en tant que directeur scientifique le MSc Audit et Conseil de SCP depuis 2013, mais j'y assure le cours de comptabilité financière depuis plus de 20 ans. Ce qui me passionne dans cette activité de direction scientifique, je dirais, c'est de pouvoir accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation du projet professionnel. Donc ça passe par bien sûr une évolution permanente du programme pour coller au mieux aux attentes du marché, par des conseils personnalisés, des discussions et beaucoup de mise en relation avec des anciens du programme dont les parcours peuvent être très inspirants pour les étudiants actuels. Pour vous, Guillaume, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à votre sujet et ce qui vous anime en tant qu'étudiant? Oui, alors moi, je faisais partie du programme sur la promotion 2020 et maintenant j'exerce en tant qu'auditeur financier en cabinet de conseil et d'audit chez KPMG depuis maintenant 2 ans. D'accord, donc pardon de vous avoir présenté en tant qu'étudiant, vous êtes donc jeune diplômé. Ce qui vous plaît le plus dans l'activité que vous exercez aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'anime et pour lequel j'ai choisi de rejoindre les cabinets, c'est l'esprit d'équipe des cabinets, mais aussi le travail d'excellence et voilà, cette capacité aussi que les collaborateurs ont à produire et fournir des livrables avec des deadlines souvent courtes. Très bien, bon, on va revenir sur le sujet, mais avant, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps à parler du programme, de ce qui se passe à l'intérieur des cours qui y sont enseignés. Et d'abord, qu'est-ce qu'on apprend finalement au sein de ce MSc Audit et Conseil? Alors, ce qu'on apprend, on a un socle technique assez conséquent, surtout les métiers que je vais qualifier de la sphère audit, comptabilité, finance d'entreprise. Donc, ça signifie effectivement, en termes de discipline enseignée, de la comptabilité, normes françaises, normes IFRS, des cours de finance d'entreprise, d'évaluation, fusion-acquisition, des cours d'audit externe, contrôle interne, audit interne, métier du conseil, j'en oublie sans doute, fiscalité, droit des sociétés. Donc il y a vraiment ce socle technique. On aura peut-être l'occasion de reparler du calendrier, mais qui se passe en début de cursus. Et puis ensuite, on a des cours un petit peu plus d'ouverture sur des métiers connexes. Par exemple, on va avoir un module dédié à tout ce qui est sustainability. On en a même 2 maintenant, puisqu'on a de plus en plus d'étudiants, bien sûr, qui vont se tourner vers ces métiers-là au sein des cabinets. Des métiers sur tout ce qui est l'advisory dans les cabinets d'audit, la partie plus conseil dédiée à la fonction finance. Voilà, si je peux résumer. Je ne sais pas si Guillaume... Oui, alors moi comment je l'avais... la façon dont j'ai vécu le programme, c'était vraiment une remise à niveau au premier trimestre, suivi du stage de fin d'études, et ensuite des cours... on va dire sur des domaines plus spécialisés comme la fusion-acquisition, l'évaluation et bien d'autres pour lesquels on vient apporter une technicité en plus au MS. C'est ce que vous veniez chercher en intégrant ce MSc. Vous aviez quel profil d'étudiant? Alors moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait mes études en Norvège, dans une école de commerce, dans un programme bilingue. Et ce que je cherchais principalement avec le MSc, c'était cette volonté d'avoir un programme professionnalisant qui se rapproche du terrain et des métiers proposés,
qui s'éloigne du coup de mon master initial, qui était beaucoup plus théorique, avec un enseignement beaucoup plus anglo-saxon. D'accord, donc vous veniez directement de la Suède. La Norvège. De la Norvège, pardon. Et vous avez intégré le SCP. Il n'y a pas eu de passage par un autre établissement en France. D'accord. On parlait des métiers auxquels conduit ce MSI. Vos diplômés, ils exercent majoritairement dans des cabinets de conseil. Est-ce que c'est plutôt des cabinets français? Est-ce qu'il y a aussi une dimension internationale? Alors en fait, quand on parle des débouchés, là, il faut vraiment séparer ce qui se passe en sortie de MSI, parce que ça bouge très vite, hein, on en reparlera. Mais en sortie de MSI, très majoritairement, les étudiants intègrent un cabinet d'audit externe, Big Four, hein, donc ce qu'on appelle Big Four, donc réseau international, auquel on va ajouter un cabinet plus français, Mazars, mais qui a aussi beaucoup de succursales à l'étranger. Donc ça, c'est 80 voire 90% des étudiants selon les années. Et puis on a quand même des étudiants qui rejoignent des cabinets là, plus de conseil, mais plus petits, hein, de plus petite taille, ou des grandes entreprises, plutôt grandes, ou banques, dans des fonctions, là je dirais plutôt d'audit interne, inspection générale. Voilà. Mais ça reste minoritaire sur le premier emploi qu'exercent les étudiants du MSI. Vous avez un réseau de combien de diplômés et est-ce que vous gardez des liens importants avec eux? Oui, alors le MSI, il existe depuis 35 ans. Donc il y a à peu près, on doit être à 800 anciens. Oui, on a des contacts, assez importants. Donc bien sûr, il y a le réseau des anciens ESCP. Mais pour le MSI, moi j'ai constitué un groupe LinkedIn qu'on remet à jour et qui permet d'avoir une communication ciblée. Voilà, de suivre, moi aussi de suivre ce que font les étudiants. Donc je garde beaucoup de contacts, alors bien sûr plus avec les promotions que j'ai recrutées depuis 2013, puisque je les connais vraiment bien, mais même des anciens, plus anciens on va dire, sont présents dans le programme. Bon, Guillaume en est un exemple en tout cas, voilà. Jeune diplômé et toujours présent aux côtés du programme. On s'est parlé des disciplines qu'on retrouve enseignées dans ce MSI. Mais en termes de pédagogie, qu'est-ce qui se passe dans une salle de cours? Est-ce que c'est des études de cas? Est-ce qu'il y a autre chose qui est proposé, Anne? Alors, je dirais que ça peut varier quand même en fonction des disciplines, mais on est comme Guillaume l'a dit, on est sur un programme professionnalisant. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir le plus souvent possible une mise en situation. Donc il y a beaucoup de cas pratiques, ce qui n'exclut pas bien sûr des apports un peu plus théoriques. Voilà, si je prends mon exemple en comptabilité, il y a quand même des choses à expliquer. Mais tout de suite, il faut mettre les étudiants en pratique. Donc beaucoup de cas qui peuvent aller de cas relativement simples à des cas plus élaborés, notamment quand on a des intervenants extérieurs, on en reparlera, qui peuvent faire travailler les étudiants sur des cas réels qu'ils ont connus dans leur vie professionnelle. Donc c'est beaucoup de cas pratiques. Donc beaucoup de travaux de groupe. Guillaume, c'est aussi ce que vous gardez comme expérience des travaux de groupe, ou il y avait aussi quand même des moments où vous aviez à travailler vous seul sur des sujets On va dire que c'était un mélange des deux approches. Il y avait pas mal de cas pratiques, notamment avec les intervenants externes, qui apportent vraiment ce côté terrain que recherchent aussi, je pense, les étudiants. Mais aussi, comme disait Anne, pour la partie technique, on est aussi amené à avoir des cours plus individuels sur les thématiques comptabilité, contrôle de gestion. D'accord. Est-ce qu'il y a une semaine type au sein de ce programme, un emploi du temps un peu type que vous pouvez partager avec nous, Anne? Vous voulez parler en volume horaire ou... Oui. Alors on a un programme qui est assez condensé. Donc en fait, les cours, c'est en principe tous les jours de la semaine, avec à peu près 6 heures de cours par jour, donc 9h midi, 13h30, 16h30. Il y a certains jours où il n'y a pas de cours toute la journée, mais ça fait donc quand même entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Donc c'est assez dense, mais Guillaume pourra en parler, je pense que c'est tout à fait gérable pour les étudiants. Oui. Comme je disais, le premier semestre est vraiment fait pour une remise à niveau. Donc, on y voit des cours peut-être plus théoriques au premier semestre. Et ensuite, avec l'expérience aussi du stage, on vient vers des sujets un peu plus d'échange,
et qui viennent aussi compléter la formation théorique initiale du premier semestre. Donc il y a une évaluation un peu académique sur les différentes disciplines. Il y a le stage aussi. C'est combien de temps? Je ne sais plus si le stage, c'est 4 mois et se déroule en principe entre janvier et avril. Donc voilà, une coupure au milieu avec un stage. Pourquoi cette période? Parce qu'en fait, c'est la période qu'on appelle la busy season en audit. Donc c'est à ce moment-là que les cabinets d'audit souhaitent avoir beaucoup de stagiaires. Donc on se cale en fonction de ça. Et ensuite, les étudiants reviennent en mai-juin à ESCP pour 7 à 8 semaines de cours. Et on finit avec un voyage d'études qui n'a pas eu lieu pendant les années Covid, vous en doutez, mais on redémarre cette année, un voyage d'études d'une petite semaine. Ok, voilà. Qui se déroule Alors, qui se déroule, en fait, traditionnellement, on allait en Asie, parce que l'idée, c'est quand même d'initier les étudiants à une approche différente du management ou des métiers de la finance. Là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, on ne peut pas aller en Asie, donc on va cette année à Montréal. Voilà. Très bien, j'imagine rencontrer des cabinets Oui, sur place. On va aller rencontrer des cabinets sur place, donc on va en rencontrer notamment 2, je ne donnerai pas les noms là, et puis on va rencontrer des anciens notamment de SCP qui travaillent là-bas, dans des disciplines, dans des secteurs bien sûr qui sont en lien avec nos domaines, toujours direction financière, dans des cabinets qui sont ouverts aussi sur le financement des activités durables, ce genre de choses. D'accord. Outre le stage, outre la validation d'un niveau dans chaque discipline enseignée, est-ce qu'il y a un autre livrable à rendre pour valider son diplôme? Je pense à un mémoire. Bien sûr, oui, il y a un mémoire, donc on appelle maintenant mémoire de recherche, qui est à rendre, à soutenir. Il y a une soutenance orale qui doit se passer avant le 31 décembre de l'année suivant le cursus. Donc 31 décembre 2023 pour ceux qui rentreraient en septembre 2022. D'accord. Guillaume, vous aviez planché sur quelle thématique pour votre mémoire? Encore une fois, j'étais assez typique parmi mes camarades de classe. J'ai choisi un sujet de recherche, une thèse de recherche sur les indicateurs non normés aux États-Unis et leur influence sur les cours de bourse. Oui. D'accord. Combien de pages? 80, je pense. Je crois qu'il y avait pas mal de pages. Assez dense. D'accord. Très bien. Qui sont les enseignants que vos étudiants croisent au sein du programme? Guillaume, vous avez eu qui en face de vous dans la salle de classe? Alors que, donc, ce que je disais, on a à la fois le corps professoral de l'ESCP avec des professeurs permanents, mais aussi beaucoup d'intervenants externes qui viennent partager leur métier, leur point de vue sur leur métier distinct, que ce soit en audit, que ce soit en risque ou d'autres thématiques, ou en évaluation par exemple. Et donc c'est ça aussi qui apporte de la richesse au master, c'est plusieurs visions finalement qui viennent compléter un peu et aider aussi l'étudiant à s'orienter sur son parcours et son projet professionnel. On a une répartition à peu près 50% des cours assurés par des professeurs permanents de SCP. On a des contraintes aussi en termes d'accréditation de diplôme et 50% par des intervenants extérieurs, dont certains peuvent être des anciens du MSI. Mais pas forcément, ça va se faire au gré des échanges que je peux avoir, voilà, des besoins que j'ai. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les étudiants. Ça donne une vision très concrète et actuelle de ce qui se passe en ce moment. Et ça leur permet aussi, de façon informelle, d'échanger sur des parcours professionnels aussi, de faire passer des CV, etc. Donc c'est vraiment une richesse du programme. Pour le réseau, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si je peux rebondir, ouais, on avait notamment au premier semestre, au tout début de l'année, quasiment un coaching individuel fait par les recruteurs de KPMG sur la présentation du CV pour justement arriver préparé lors de l'entretien dans ces cabinets-là. Okay. Donc précieux d'avoir des professionnels en activité qui exercent aussi au
Au sein du MSI, ok. Avec quel diplôme est-ce qu'on va sortir de ce programme, Anne? Alors, je vais expliquer parce qu'on a un petit changement, une petite nouveauté depuis cette année. Donc en fait, les étudiants reçoivent en fait en quelque sorte 2 diplômes. Donc un diplôme d'État qui donne le grade master, donc voilà, officiellement, qui permet par exemple, si on envisage de poursuivre, de passer son diplôme d'expertise comptable, qui permet d'être exempté de passer le premier niveau, qui s'appelle le DCG, puisqu'on a un grade master. Donc ce diplôme s'appelle DIMI, bon, je ne vais pas donner l'acronyme, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et un diplôme ESCP, qui est le MSI Audit et Conseil, et qui est le diplôme que les étudiants vont utiliser sur leur CV, parce que ça parle, mais ils auront le diplôme grade master pour justifier d'équivalence ou autre. Ce qui est important. Très aussi. important. On ne s'est pas parlé de la vie étudiante, mais est-ce qu'on a le temps de profiter un petit peu de la vie associative quand on est étudiant au sein de ce MSI Audit et Conseil, Guillaume? Alors, lors de mon année, on a eu la chance d'avoir l'équivalent d'un BDE pour tous les MSI, donc du campus Montparnasse. Et on a donc du coup organisé une vraie vie étudiante qui finalement permettait aussi d'échanger avec d'autres masters, d'autres étudiants de différents masters et créer ce réseautage que tout le monde apprécie dans les écoles de commerce. Bon. Une dernière question peut-être pour clore cette partie de présentation du programme. Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité du métier d'auditeur ou des trends qui transforment la manière dont on travaille en tant qu'auditeur aujourd'hui ou dont on travaillera en tant qu'auditeur demain, Guillaume? Alors oui, le métier d'audit a beaucoup changé dans les on va dire 10 dernières années. Il y a 10 ans, je pense qu'on était encore sur des classeurs et des dossiers papier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça avait son charme. Ça avait son charme. Mais c'est vrai que le métier d'audit se transforme et beaucoup à l'écoute des innovations et des avancées technologiques. Moi, personnellement, dans mon quotidien, j'utilise beaucoup d'outils, que ce soit des outils de big data, des outils de reconnaissance de texte, traitement numéraire, pour justement amener l'auditeur à avoir un rôle avec une plus forte valeur ajoutée et réduire ce temps de traitement un peu redondant que redoutent beaucoup d'auditeurs aussi. Je comprends. Anne, est-ce que ça nécessite, pour vous qui pensez le programme, de réfléchir aussi à de nouveaux cours, peut-être, pour les années Oui, je suis en veille permanente avec les professionnels. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution majeure à porter. Il y a une sensibilisation sur ces aspects-là qui est faite aux étudiants. Mais c'est vrai que régulièrement, j'interroge, notamment pour savoir est-ce qu'il faut introduire dans le cursus des cours ou des compétences de type coding, etc. Donc ce n'est pas encore demandé par les cabinets. On reste par exemple sur la maîtrise avancée d'Excel, qui n'est pas encore, mais c'est quelque chose qu'on anticipe, qui sera peut-être à venir. Mais en même temps, mes interlocuteurs en cabinet me disent oui, effectivement, il y a ces compétences-là, mais les auditeurs n'ont pas forcément besoin de savoir coder, par exemple. Il faut qu'ils soient à l'aise avec tous ces outils, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc il faut qu'ils soient à l'aise, ce qui est quand même pas mal le cas pour les jeunes générations. Mais en même temps, il faut qu'ils gardent le socle technique, si on prend la comptabilité et l'audit, pour garder cet esprit critique. Donc voilà, il ne s'agit pas, c'est des débats qu'on a au sein même du monde académique en compta. Est-ce qu'on supprime certaines disciplines, on réduit pour passer plus de temps sur les nouveaux outils? C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut quand même garder toute cette compétence technique, même s'il y a les nouveaux outils qu'il faut maîtriser. Bon, c'est intéressant en tout cas de voir que ce n'est pas un métier figé finalement, mais qu'il est traversé par plein de questions et de problématiques sur lesquelles vous travaillez. Et si je peux rebondir, on avait un cours de data crunching, d'Excel plus VBA au sein de l'ESCP, qui est, je pense, très important pour les métiers d'auditeurs qui utilisent énormément Excel, qui est finalement notre outil de base, comme notre stylo pour un écrivain. Et c'est ce qui permet aussi aux étudiants, mais aux futurs collaborateurs, d'être plus à l'aise avec tous ces outils-là, pour justement passer plus de temps dans l'apprentissage du métier
que dans l'apprentissage des outils que l'auditeur utilise. C'est ça, c'est aussi une posture et un savoir-être en plus d'un savoir-faire. Très bien, écoutez, merci pour ce point finalement sur la manière dont fonctionne le programme et ce qu'on y apprend. On va passer à la partie admission, en tout cas, voilà, comment on fait pour rejoindre ce MSI si on est intéressé. Anne, est-ce que vous avez un profil type de candidat qui se présente à vous ? Non, il n'y a pas de profil type, mais ce qui est très important, c'est d'avoir sur son CV une appétence pour les métiers du chiffre. Il faut que ça apparaisse. Donc ça peut venir bien sûr du parcours académique, mais pas que. Ça doit venir aussi des expériences professionnelles ou associatives. Donc ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est la première chose que je vais regarder. Alors forcément, ça veut dire que le diplôme en général est en relation. Donc la plupart des candidats vont avoir déjà un parcours généraliste en management, parfois déjà un petit peu plus ciblé sur les métiers de la finance d'entreprise, mais aussi des étudiants ingénieurs, des étudiants issus de Sciences Po ou d'un parcours juridique. Mais dans ces cas-là, il faut qu'ils aient montré sur leur CV qu'ils ne découvrent pas aujourd'hui qu'ils s'intéressent au métier du chiffre au sens large. Il faut que ça apparaisse. Guillaume, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez noté dans votre dossier de candidature ? Alors moi, ce que j'avais noté à l'époque, c'était vraiment la cohérence du parcours professionnel. Je dirais que c'est un des éléments clés pour réussir les entretiens devant le jury, puisque les étudiants vont avoir ces questions et ils vont devoir répondre à ces questions. C'est aussi c'est des questions qui demandent de la réflexion, mais elles sont importantes parce que derrière, c'est des cabinets qui vont poser ces questions pour pouvoir recruter les étudiants. Donc finalement, réussir ces entretiens à l'ESCP, c'est réussir aussi une pré-embauche pour les futurs cabinets. Bien, ça ne met pas la pression déjà. Anne, est-ce que vous pouvez expliquer ou lister peut-être les pièces qui composent un dossier de candidature ? C'est assez traditionnel, j'imagine. Oui, je vais essayer de ne rien oublier. Donc le dossier, bien sûr, comprend un CV, donc ça va de soi à fournir. Bien sûr, une justification de diplôme passé ou diplôme en cours, des relevés de notes qu'on vous demande, 2 lettres de recommandation, donc ça c'est important, et puis des paragraphes rédigés dans le dossier où, comme Guillaume l'a dit, on va vous demander d'expliquer votre motivation pour rejoindre le programme de SCP, votre projet professionnel. Souvent aussi on demande de faire part d'une expérience professionnelle un petit peu compliquée qu'on a vécue et comment on s'en est sorti. Il y a une petite partie aussi sur l'ouverture internationale qui n'est pas fondamentale, je dirais, dans le cadre de ce programme, mais qui est quand même importante pour ESCP. Et il faut vraiment remplir le dossier soigneusement. Tous les dossiers je lis tous les dossiers, personnellement, et je regarde beaucoup la cohérence du projet professionnel pour être sûr que le programme correspond aux attentes de l'étudiant, l'aide de recommandation bien sûr, et les notes aussi. Voilà, donc tout ça est très important, le diplôme antérieur, etc. Et en fonction de tout ça, je vais attribuer une note au dossier. D'accord. Donc cette note au dossier permettra au candidat de passer son entretien ou d'être Alors, cette note au dossier se combine avec une note qui découle du score d'anglais. Donc les candidats doivent remettre un score d'anglais type IELTS, TOEIC, TOEFL. Et ce score se transforme en note, ça je n'ai pas la main, c'est fait au niveau de SCP, et l'admissibilité au programme sera liée à la moyenne pondérée de ces 2 notes. D'accord. L'admissibilité, donc l'autorisation à venir se présenter en entretien face à un jury dont vous faites Tout à fait. partie. Oui. Comment se passe cet entretien ? Est-ce qu'il y a un déroulé un peu type ? Alors l'entretien, donc c'est devant un jury dont je fais partie, et je suis toujours accompagnée d'1 ou 2 professionnels, souvent des anciens. D'ailleurs, Guillaume a l'occasion de participer au jury d'entretien. L'entretien dure à peu près 25 minutes, et l'idée, c'est vraiment dans cet entretien, pour nous, de comprendre le projet professionnel du candidat et sa motivation à intégrer l'EMS et à exercer une carrière professionnelle dans les métiers sur lesquels l'EMS débouche. Donc ça s'apparente vraiment à un entretien
type entretien professionnel. On n'est pas du tout dans un entretien de culture générale ou ce genre de choses. D'accord, donc pas de préparation particulière en dehors de celle qui consiste à savoir transmettre sa motivation et parler de soi aussi? Oui, et quand même montrer une connaissance du secteur. Montrer qu'on s'est renseigné, alors ça peut être audit, conseil ou autre. Moi, j'apprécie aussi beaucoup les candidats qui ont pris la peine de contacter, parce que c'est très facile de contacter des anciens du programme, notamment il y a les coordonnées des 2 délégués actuels qui sont sur le site, et qui ont fait l'effort pour se renseigner, etc. Ça, pour moi, ça montre quand même qu'on s'intéresse et qu'on ne postule pas juste parce que c'est ESCP, ou ça peut arriver. Voilà. Anne, si je comprends bien, vous êtes très attentive au fait que le projet professionnel d'un candidat corresponde avec ce que le MSI pourra lui apporter. Du côté des professionnels qui vous accompagnent pendant les entretiens, est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de déceler en particulier chez un candidat, des questions que vous aimez poser aussi? Alors, moi je cherche à avoir une discussion de manière honnête avec les candidats. Je dirais que mes questions s'orientent vers les cabinets et la question que je cherche à répondre, c'est est-ce que ces candidats pourraient faire partie des cabinets, des grands cabinets d'audit notamment, si bien sûr c'est la volonté du candidat de rejoindre ces cabinets. Mais voilà. Donc on est dans cette approche de savoir le fit, vraiment avoir une question de fit. Est-ce que le candidat est prêt aussi à avoir ce type de carrière, qui sont quand même des carrières assez demandantes en termes de temps, en termes de motivation. Et aussi, finalement, est-ce que le candidat a envie de rejoindre l'EMS pour finalement poursuivre, accomplir son projet professionnel. Vous gardez quel souvenir de l'entretien que vous avez passé, vous, avant d'arriver de l'autre côté? Arriver de l'autre côté, je dirais que c'était vraiment une discussion, il n'y a pas de question piège. Voilà, on cherche vraiment à comprendre le candidat, à le connaître avec le temps imparti, à lui poser des questions sur son parcours. Donc c'est des questions plus personnelles de son parcours. Donc ce n'est pas des questions qui sont surprenantes, c'est vraiment des questions sur le candidat. Donc moi j'en ai eu un putain bon souvenir. Je me souviens, j'étais encore à l'école en Norvège. C'était en visio. Hein. Et c'était en visio, ouais. Dans une salle de classe. Donc non, c'était fort agréable. Bon, parfait. Combien il y a de places pour la prochaine rentrée au sein de ce MSI? Alors on n'a pas de nombre de places prédéfinies, mais la promotion varie de 28 à 35 étudiants environ chaque année. D'accord. Voilà. Donc c'est une classe de petite taille, je pense, qui permet aux étudiants de tous se connaître et puis qui facilite beaucoup les échanges avec les professeurs, les intervenants. Je crois qu'on arrive au terme de cette partie qui concernait donc l'admission. Peut-être avant de nous quitter, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Et d'abord, pour vous, Anne, est-ce que vous accepteriez de partager un secret qu'est-ce qui permet à un auditeur aujourd'hui de sortir du lot, selon vous? Alors ça peut être un secret, je vais dire, peut-être je dirais au-delà des compétences techniques et des capacités relationnelles qui sont extrêmement importantes en audit, dans ce métier, je dirais que pour moi, un très bon auditeur, c'est quelqu'un qui est très adaptable et qui a une capacité à s'approprier très très vite les problématiques du client. Parce qu'en audit, on change très fréquemment de mission, donc d'équipe avec laquelle on travaille, de clients. On n'a pas forcément beaucoup de temps sur une mission. Et donc, tout le monde n'est pas prêt à ça. Il faut être prêt le lundi matin, on change complètement, c'est plus le même client. Et il faut tout de suite comprendre comment fonctionne l'entreprise, qui sont les interlocuteurs, pour être capable d'identifier les risques, puisqu'en audit, on a une approche par les risques. Donc, je dirais ça. Guillaume a l'air d'être totalement d'accord. Oui, non, si je pouvais juste compléter oui, ce qui est très très juste, si je pouvais compléter, c'est la curiosité. Parce que finalement, on est dans des métiers qui sont assez techniques. On voit beaucoup de clients qui ont des profils différents, même au sein d'un même secteur. Et donc, garder cette curiosité permet aussi d'évoluer et de s'adapter aussi très rapidement. J'ai une dernière question pour vous, Guillaume. Ce serait de connaître la rencontre qui a changé votre année de MSI. Bon, je dirais naturellement Anne,
qui m'a fait confiance, et qui m'a permis de rejoindre le master et de poursuivre la carrière que je poursuis actuellement. Mais plus généralement, je souhaiterais remercier mes camarades de classe et tout le corps professoral et les intervenants externes qui ont fait de ce MS, je trouve, une réussite qui était très enrichissante pour moi. Bon, c'est une très belle conclusion. Donc, merci à vous Guillaume, merci Anne d'avoir partagé ce temps avec nous. J'espère que ce qu'on s'est dit aujourd'hui pourra aider tous ceux qui sont intéressés par le MSI Audit et Conseil de SCP Business School. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.